comment ça va? Comment allez-vous? Aujourd'hui, nous vous présentons un lancement mondial très intéressant, ou du moins intéressant pour certains. Si vous êtes droite ou très noir ou blanc, que route ou montagne, la vidéo d'aujourd'hui pourrait vous perturber. Mais donnons une chance à ce Trek Checkout. Laissez-moi vous expliquer pourquoi elle a vu le jour, à quel public elle s'adresse et quelles sont ses caractéristiques techniques. Ensuite, laissez vos avis en commentaire. On parle d'un gravel à double suspension. Comme je l'ai dit, c'est la nouvelle Trek Checkout. Nous verrons les détails, mais d'abord, je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo, et il est assez positif. Est-ce que cela ne pouvait pas déjà être couvert avec un vélo tout-terrain équipé d'un guidon de route? Je vous le dirai à la fin et expliquerai pourquoi. Je considère que ce vélo venant de Trek est peut-être une occasion manquée. Mais bon, analysons ce que propose la marque américaine. Avant tout, il faut dire que c'est le vélo qu'a utilisé l'un des coureurs de Trek lors de l'une de ses courses interminables qui a mis 4 jours à terminer. D'une traite, pas en 4 étapes, non, 4 jours d'affilée. Ce ne sera évidemment pas le modèle livré de série. Je vais donc vous préciser ce qui sera effectivement livré de série. Parce que, entre autres choses, cette vidéo est enregistrée plusieurs mois avant le lancement du vélo, et il manque encore beaucoup d'informations. Je vais vous dire ce que je sais, et vous, qu'en pensez-vous? Pour commencer, nous avons 60 mm de débattement à l'avant sur la fourche qui, d'après ce qu'on m'a dit, sera équipé de RockSox. À l'arrière, l'amortisseur offre 50 mm de débattement. Le système d'amortissement utilisé par le vélo est un monopivot avec flexion sur les haubans et une toute petite biellette, comme vous pouvez le voir. Les deux amortisseurs ont une activation, un verrouillage manuel. Dans aucun cas, nous ne pourrons les activer. Ici, sur ce vélo, on ne peut pas les activer à distance depuis le guidon. Je suppose qu'il serait possible d'installer un système de verrouillage, mais du moins dans l'état où nous l'avons ici, nous devons l'actionner manuellement. Que puis-je vous dire d'autre? Nous avons un passage de roue de 55 mm. Comme vous pouvez le voir ici, ce coureur, j'utilise les Race King de Continental, qui sont le pneu par excellence pour le gravel. Bien qu'il soit destiné au vélo tout-terrain aux États-Unis, c'est l'un des pneus les plus utilisés dans des courses comme l'Unbound et d'autres. Comme je l'ai dit, le vélo offre un bon passage de roue à l'avant comme à l'arrière. La largeur maximale légale officielle est de 55 mm, mais on peut probablement la pousser jusqu'à environ 60 mm. Nous avons bien sûr une tige de selle télescopique, parce que dans ce segment qu'on pourrait appeler le créneau du créneau, le créneau à l'intérieur du gravel, que je pense qu'on peut appeler Gravel Mountain Bike peut-être. Eh bien, évidemment, une tige de selle télescopique est très nécessaire pour le terrain accidenté que nous allons probablement rencontrer. Et le guidon est aussi surprenant. Parce que, regardez, pour commencer, on parle de la potence et du guidon séparément. Parce que je comprends que ce type de vélo cherche avant tout à faciliter au maximum le changement de composants, pour pouvoir modifier, pour pouvoir jouer avec elle, comme dans un cockpit. Et le guidon, comme vous pouvez le voir, a un flair impressionnant. Ça, c'est que c'est l'étiquette qu'on est en train d'enregistrer, et évidemment, pour cette période. Elle est enceinte. On ne peut pas encore vraiment montrer le vélo, mais bon, ici vous le voyez, un flair super ouvert, on dirait les ailes d'un avion, non? Encore une fois, on cherche, surtout quand le biker ou le cycliste, qu'est-ce qui va sur ce vélo? Je ne sais pas, c'est très difficile à définir. Mais quand le biker tient le bas, qu'il ait beaucoup d'amplitude, de stabilité, de vitesse, qu'il manœuvre bien et ressemble le plus possible en amplitude. À un guidon plat comme en vélo tout-terrain, la partie supérieure doit rester accessible aux coureurs, car le guidon comporte des encoches. Ici, je ne sais pas si elles sont faites pour reposer les bras, mais on dirait pratiquement qu'elles sont faites pour pouvoir poser ici les avant-bras. Adopter cette position aérodynamique, si appréciée en gravel, n'est-ce pas? Bon, comme vous pouvez le voir, la construction du cadre a été pensée pour avoir un tube supérieur très haut. Je suppose que l'objectif est d'obtenir beaucoup d'espace dans le triangle avant afin de pouvoir le remplir avec un sac de ce type. D'après ce que Trek m'a dit, il y aura un sac spécifique pour répondre aux besoins de rangement dans cette zone du cadre. En plus d'un porte-bagages également spécifique, pas celui que vous voyez ici qui est celui utilisé par le coureur pour la course, mais un porte-bagages qui sera spécifique de Trek pour ce vélo, et qui aura des fixations comme c'est habituel, regardez à ce point-ci.
Le design du vélo a également fait monter Aubane jusqu'à ce point pour avoir ses fixations. J'ai aussi trouvé très curieuses ces fixations juste derrière la biellette, pour pouvoir accueillir plus tard à l'avenir ces porte-bagages qui viendront de la part de Trek. Que puis-je vous dire de plus? En gros, voilà ce que nous avons. Un monstre capable de passer pratiquement sur n'importe quel terrain. Et de stocker et d'emporter avec toi pratiquement tout ce qu'il faut pour n'importe quelle course d'ultra-endurance. Je comprends que Trek cherche à cibler deux publics avec ce vélo. D'abord, qui participe à ce type de course extrême comme la Badlands, ou même plus difficile? Celles qui durent environ 4 ou 5 jours où le coureur privilégie le confort, arriver à la ligne d'arrivée dans le meilleur état possible, plutôt que la vitesse pure que cela pourrait lui apporter. Un gravel comme la Checkmate, un gravel racing pur, 100% sans suspension ni rien. Et d'un autre côté, cibler aussi le public qui cherche à avoir la position de conduite d'un gravel, mais capable de s'aventurer sur un terrain bien plus technique qu'avec un vélo sans suspension. Je comprends qu'elle va s'adresser à ces deux publics. Je n'ai pas encore l'information pour les géométries. Je veux comprendre que c'est entre un vélo tout-terrain et un gravel, sans doute plus proche d'un gravel. Mais bon, je ferai la comparaison quand j'aurai l'information. Et donc la question du début, était-il nécessaire de sortir ce vélo sur le marché ? La vérité, c'est que Trek est passé en à peine un an d'avoir un seul modèle, comme le Checkpoint pour couvrir tout le gravel, à en avoir 3 différents. Le Checkpoint reste un modèle aventurier. Surtout le modèle en aluminium avec un prix d'entrée très compétitif et un peu polyvalent. Pour celui qui débute peut-être, ou pour celui qui cherche surtout l'aventure. Ensuite, il y a le Checkmate, la bête de compétition au pur acide désoxyribonucléique de vitesse. Désormais, il propose aussi le Checkout, le vélo polyvalent d'ultra-endurance. Comme je vous le disais, était-ce vraiment nécessaire? On n'aurait pas pu prendre une super calibre, mettre un guidon de route et tu avais déjà ça? Il y a une ligne rouge ici, bien plus épaisse qu'on ne le pense de l'extérieur. Pourquoi les vélos tout-terrain, même équipés d'un guidon de route, ne deviennent-ils pas des vélos de gravel? Cela tient surtout à la capacité d'accueillir de grands plateaux. Je ne dispose pas de l'information pour savoir quel est le plus grand plateau que ce vélo peut accueillir. Je suis convaincu qu'au moins ce sera un 46 voire 48 heures dedans, ce qui est impossible à avoir sur un vélo tout-terrain. Sur une super calibre, le plateau max est de 38 dents. Je ne sais pas si une astuce permettrait de monter un 40. Je me souviens aussi de la Santa Valley cette année-là où j'ai vu un participant apparemment en pleine forme. Jeune et de bonnes jambes, participer en super calibre. Après 2 km de plat, il reste à la traîne, non pas par manque de jambes, mais à cause de la transmission, face à ceux qui avaient terminé des plateaux de 46 ou 48. Donc c'est la frontière qui sépare vraiment le vélo tout-terrain du gravel. Et c'est là que ce vélo a sa place. Peut-être une niche, une toute petite niche, mais bon, elle existe, non? Et l'autre réflexion que je voulais te faire, ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai vu ce vélo pour la première fois, c'est que c'est peut-être une occasion manquée. Pourquoi ? Eh bien parce que je pense que Trek est la seule marque qui possède un système d'amortisseur qui aurait pu s'intégrer parfaitement à ce vélo, comme l'Isostrat qu'ils utilisent sur la Super Caliber. Je sais qu'il existe d'autres marques comme BH ou Specialized avec des systèmes similaires, mais ce n'est pas pareil. Finalement, ils emploient une petite biellette, alors que l'Isostrat n'en a aucune. Toute la poussée venant de l'axe arrière passe comme si c'était une catapulte par l'amortisseur qui est complètement aligné avec le tube supérieur. Ainsi, le vélo offre un comportement remarquable, absorbant et restituant l'énergie à l'axe arrière pour le propulser vers l'avant. C'est une occasion manquée d'avoir installé l'Isostrat ici, mais d'un autre côté, je comprends parce que Isostrat, technologiquement, est un produit qui nécessite un développement très poussé. L'adapter ici avec un débattement court aurait sans doute demandé un gros investissement de la marque. Et je suis convaincu que ce qui s'est passé ici, c'est que les gens, les responsables derrière ce projet, ils ont constaté qu'il serait difficile de rentabiliser ce vélo destiné à un marché de niche aussi limité. La Super Caliber, au final, est une machine de compétition de vélo tout-terrain. Elle a un marché beaucoup plus vaste, et pour l'instant, je ne pense pas que ce modèle va se vendre autant d'unités que la Super Caliber. Mais bon, je comprends qu'au final, ils aient choisi un amortisseur traditionnel, un peu plus petit, qui permet de maîtriser les coûts.
Le vélo sera proposé en 2 modèles, chacun disponible en 5 tailles. Il y aura une option mulette avec des commandes force à l'avant, combinées avec un X0 de SRAM à l'arrière. Je suppose qu'il sera équipé d'une cassette 1052. Et il y aura aussi une version GRX de Shimano Mécanique qui sera, je comprends, beaucoup plus économique et plus accessible. Enfin, maintenant que tout est expliqué, vous pouvez mettre toutes vos critiques et tout ce que vous voulez dans les commentaires. Surtout ceux d'entre vous qui n'aiment pas le gravel, et surtout ceux qui ne supportent pas les vélos de gravel à double suspension. Personnellement, j'ai hâte de pouvoir obtenir une unité de test à ma taille, car cela doit vraiment être très différent de ce que ça laisse paraître. Je suis convaincu que c'est bien différent d'une Inner tout suspendu sorti il y a 4 ans qui n'a pas rencontré beaucoup de succès. Je pense que ça vise autre chose. Le marché c'est plus mature et cette fois ça va vraiment marcher. Peut-être pas autant dans notre pays mais sur les marchés d'Europe centrale. Surtout aux États-Unis, ça va être une machine vraiment, mais alors vraiment utilisée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et à bientôt dans les prochaines vidéos. Soyez heureux, ciao.